Donc c'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui pour effectivement témoigner un peu de ce qu'est le rôle d'un député européen, quel est son quotidien, quelle est notre action. Comme vous l'avez dit aussi, dans un contexte forcément particulier. On est 705 au Parlement européen, venant des 27 États membres de l'Union européenne. Et quand on est arrivé en 2019, quand on a été élu en 2019, on était persuadé que les plus grands enjeux sur lesquels on devrait travailler, qui étaient déjà quand même effectivement des enjeux importants, la transition écologique, la transition numérique, gérer le Brexit. Ça nous paraît très loin, mais un État qui quitte l'Union européenne, c'est quand même pas anodin, surtout quand vous venez en Bretagne, notamment pour les pêcheurs. Donc c'était le cap qu'on s'était fixé quand on est arrivé en 2019. Et puis forcément, toutes nos politiques publiques, toutes nos priorités, elles ont été percutées par l'agenda. Bien sûr, d'abord le choc du Covid, et puis maintenant le retour de la guerre sur le continent européen. Ce qui nous a permis d'avancer en termes de priorités sur ce que nous, on défendait en tant que Français, notamment sur les questions de souveraineté européenne, le fait que l'Union européenne soit moins dépendante, notamment vis-à-vis du gaz russe, mais aussi vis-à-vis de la Chine. Ces deux faits nous ont donné raison. On aurait préféré que les collègues partagent cette ambition avant que ces chocs se produisent, mais en tout cas, on voit qu'en termes de politique publique, en termes d'agenda au Parlement européen et avec la Commission européenne, les choses ont évolué dans le sens que nous, on l'attendait, pour faire en sorte que l'Europe s'affirme davantage sur la scène internationale, reprenne un peu plus son destin en main. Ce concept de souveraineté, souvent, même des collègues nous le reprochent un peu, ils estiment que c'est plutôt du protectionnisme à la française, peut-être des questions dont on pourra débattre ensemble. Au Parlement européen, ce qu'il faut retenir, comparé à tout ce qu'on peut voir en France et spécifiquement le contexte actuel en France, c'est l'exact inverse. Vous n'êtes pas dans une logique majorité-opposition, vu que personne n'a la majorité. Aucune nationalité, aucun groupe politique. Donc ce qui nous anime, notre façon de fonctionner, c'est le compromis. Vous êtes obligés, de fait, d'échanger avec toutes les nationalités et les groupes politiques. Excepté un groupe politique, qui est le groupe ID, où siège le Rassemblement national notamment, où on a ce qu'on appelle, nous, au Parlement européen, le système du cordon sanitaire. Les membres du groupe ID n'ont pas de responsabilité. Il n'y en a aucun qui est vice-président, président, à la fois de l'institution ou à la fois d'une commission. Parce que c'est une logique qu'on a établie entre tous les autres groupes politiques. Parce qu'on estime que le groupe ID a des ambitions totalement différentes vis-à-vis de l'Union européenne que des autres groupes. Parce que, par exemple, moi, donc, comme le disait Julien, je suis dans la commission du commerce international. Avec moi, comme autre français, je pense que vous les connaissez peut-être, Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann. Donc on ne fait pas partie des mêmes partis, vu que moi je suis dans la majorité présidentielle. Pour autant, c'est des gens avec qui je travaille. C'est des gens avec qui parfois on peut être éloigné, mais avec qui on est d'accord sur les fondamentaux qu'il faut renforcer l'Europe, contrairement justement au Rassemblement national. D'où ce système de cordon sanitaire, parce que c'est les questions européennes. Ce n'est pas quelque chose qui est appliqué en France, parce que le système français est différent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous caractérise au Parlement européen. Donc au Parlement, donc on est les 705 ensemble, notre agenda est divisé entre Bruxelles et Strasbourg, Strasbourg étant le siège officiel du Parlement européen. On y est 12 fois dans l'année, une semaine par mois à peu près, pour nos sessions. C'est là où on vote, c'est là où on se retrouve tous. Le reste du temps, c'est Bruxelles. C'est les sessions en commission, où là, on est vraiment dans le dur des travaux. On va vraiment plus rentrer dans le détail des textes et des débats. C'est là où on a nos fameux trilogues, nos négociations avec les autres institutions. Et puis, j'y reviendrai un peu, parce qu'on parlait de trilogue juste avant, et nos temps en groupe politique. Parce qu'être député européen, c'est faire un travail politique. Vous êtes là pour gagner des combats, vous défendez une certaine vision, vous avez été élu sur un programme, vous avez fait campagne. Donc l'objectif, c'est de gagner ces combats politiques, mais c'est aussi un travail politique, technique et d'influence avec vos autres partenaires pour pouvoir justement faire en sorte que vos textes, vos positions soient adoptées. Les textes de loi, je suppose que vous en avez tous vus, c'est pas des romans, clairement, c'est technique, et les mots ont un sens, les mots ont des conséquences, d'où ce travail extrêmement important techniquement, où vous êtes épaulé par vos collaborateurs et puis par des conseillers politiques. Donc, comme je disais, notre quotidien, Bruxelles, Strasbourg, le terrain, comme aujourd'hui. Moi, j'essaye de passer beaucoup de temps avec
justement la jeunesse, faire des interventions scolaires, extrascolaires, avec des petits qui peuvent être en primaire jusqu'à vous aujourd'hui. Aussi avec forcément les chefs d'entreprise, parce que les décisions qu'on prend, elles n'ont pas vocation à rester dans l'atmosphère, hein, elles ont vocation à un moment à s'appliquer. Donc il faut ce lien avec tous les acteurs. C'est des sujets dont on parle beaucoup en fait sous le terme du mot lobbying, l'influence. Je ne sais pas, vous avez dû suivre l'actualité de notre institution en décembre dernier, au travers de ce qu'on appelle le Qatar Gate. Ça vous parle ? Donc effectivement, on a une collègue qui a été corrompue par le Qatar, qui est donc maintenant en prison. Et donc là aussi, nous, notre enjeu, c'est comment on travaille pour renforcer la transparence au Parlement européen, lutter contre le conflit d'intérêts et lutter contre la corruption. Donc c'est des sujets aussi sur lesquels on est absolument déjà intransigeant vis-à-vis de la corruption, parce que cet épisode forcément nuit à l'image de notre institution. Ça jette l'opprobre à la fois sur le politique, qui n'a pas nécessairement besoin de ça en ce moment, et à la fois sur l'institution Parlement européen et les travaux qu'on peut mener, parce que quand on adopte ces fameuses résolutions vis-à-vis des États tiers, quand une collègue est corrompue, ça met en difficulté la bonne application, le relais de ces prises de position. Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir été très ferme vis-à-vis de la condamnation et maintenant trouver aussi d'autres solutions pratiques pour renforcer la transparence, la lutte contre le conflit d'intérêts et la corruption. Je m'arrête là parce que l'objectif c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues, de mauvaises questions. Vous posez toutes les questions que vous avez envie. Même si elles sont aussi en lien avec la politique nationale, je ne les éluderai pas. Qu'est-ce qu'être européen pour moi ? Moi déjà, c'est vrai que souvent, j'ai fait le choix de rentrer en politique par l'Europe. Avant, je n'avais pas de mandat. C'est vraiment le mandat de députée européenne. Ça a été mon premier mandat en 2019. Moi, je me suis toujours sentie européenne. Parce que peut-être je suis originaire de Limoges, et quand j'avais votre âge, ou surtout avant, en fait, le passage obligatoire, c'est Oradour-sur-Glane. Donc en fait, c'est aussi des échanges avec ma famille, le vécu de ma famille, sur la paix, sur la liberté. Donc c'est plutôt cette histoire personnelle qui m'a amenée à regarder un peu plus l'Union européenne. Le fait d'avoir quitté l'Union européenne, c'est là aussi où j'ai senti que l'Union européenne était un modèle différent, à la fois des États-Unis, à la fois de la Chine, à la fois d'autres continents, où on avait des valeurs communes. Donc pour moi, l'Union européenne et être européen, c'est ça, c'est partager certaines choses en commun, notamment cette volonté de construire ensemble, pas dans une logique d'opposition vis-à-vis du reste du monde, parce que c'est pas ça l'enjeu, mais se dire qu'on a peut-être plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. L'enjeu, c'est pas de gommer les spécificités à la fois des États membres, à la fois des régions. Moi, je vis maintenant en Bretagne, comme je le disais. En Bretagne, on a une identité très forte. Que ce soit la langue, voilà, partout où vous allez, vous voyez toujours des drapeaux bretons, généralement. Donc, la volonté, c'est clairement être européen, c'est pas gommer, c'est pas être lisse, mais je pense que c'est un échelon extrêmement important pour répondre à certains enjeux. Notamment si on prend la question du changement climatique, si on prend la question de la défense de nos intérêts vis-à-vis de la Chine, pour moi, ce n'est pas à l'échelle seulement d'un État qu'on y arrivera. D'où la volonté de défendre aussi l'Union européenne. Mais défendre l'Union européenne, ça ne veut pas dire non plus affirmer qu'elle est parfaite. Parce que si elle était parfaite, je ne me serais pas engagée en politique, je serais restée chez moi. Et voilà. Moi, je pense que oui, éminemment, parce que tout ce qu'on est en train de porter à l'échelle de l'Union européenne, c'est justement pour moi le bon échelon pour pouvoir agir. Parce qu'en fait, depuis le début du mandat, quand on est arrivé au Parlement européen en 2019, on a été le premier Parlement au monde à voter la loi climat, à travailler sur sa déclinaison dans toutes les politiques publiques, que ce soit sur les transports avec la réforme de l'ETS, que ce soit le mécanisme carbone, que ce soit sur la politique agricole commune, les transports aussi maritimes, on vient voter beaucoup de textes dessus. En fait, vous n'arriverez pas à répondre à cet enjeu de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone si vous ne le faites pas à l'échelle de l'Union européenne.
Et ceux qui la portent, cette ambition, pour le coup, c'est la France et c'est notre délégation. Donc c'est pour ça que oui, j'estime que je suis légitime, et ma légitimité, je la tire de mon élection de 2019. Et moi, je crois justement que la légitimité, elle vient des élections. À un moment, par contre, il y aura un autre temps d'élection. Et là, si les électeurs ne veulent plus nous faire confiance, ils sont libres de ne plus nous faire confiance à la prochaine élection. Donc on va continuer le cap de ce qu'on a construit, de ce qu'on veut continuer à construire sur tous les textes qui vont arriver. Maintenant, on va avoir beaucoup de textes aussi sur les questions, par exemple, des pesticides. Et quand on est, notamment parfois en France, où on nous dit « vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez vite », très bien, mais des fois, si vous le faites à l'échelle de votre propre État, qu'est-ce que vous renforcez derrière? Une concurrence déloyale intra-Union européenne. Vous ne répondez pas aux enjeux, plus vous avez des risques économiques pour votre propre pays. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mener. C'est pour ça que, et ça fait le lien entre vos deux questions en fait, l'action, elle doit être complémentaire, régionale, nationale, européenne. Alors après, moi j'ai fait un bac éco, après je suis partie faire des études de droit. Pour être tout à fait transparente, à la base je voulais être gendarme. Voilà, comme quoi, finalement, maintenant, un peu gendarme du commerce mondial. Il y a un peu, on pourrait dire ça comme ça. Donc, j'ai plutôt fait des études de droit dans cet objectif-là. Et puis, parce que, là aussi, en écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à prendre beaucoup d'options en droit européen. Parce que je me sentais européenne, mais sans connaître le fonctionnement institutionnel, sans connaître toute la mécanique pour bâtir les politiques publiques. J'ai commencé à faire des concours de plaidoirie, à faire des stages en cabinet d'avocat, etc. Donc, voilà, j'ai fait ma spécialité dans ce cadre-là. Après, j'ai commencé à bosser dans le privé d'abord. Et ça, je pense que c'était une force pour mon engagement politique et aussi pour mon travail en tant que parlementaire, d'avoir eu un engagement associatif, d'avoir travaillé dans le privé avant, d'avoir fait ces études-là. Ça me permet d'être efficace dans mon mandat. Sur votre deuxième question, l'alliance vie personnelle, vie politique, je pense que, moi j'aime profondément ce que je fais, ce que je vis actuellement. C'est passionnant, c'est exigeant, mais c'est vrai que la conséquence, c'est que vous êtes peu chez vous, vous voyez peu votre famille. Je dirais que c'est quand même peut-être plus dur pour eux que pour moi. Parce qu'en fait, quand moi je suis plongée dans mon quotidien, je suis dedans. Quand je fais un truc, je suis dedans. Eux, ils ont du mal à percevoir. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'en discutais avec votre responsable. Lundi, j'avais un trilogue, donc une négociation entre la commission et le conseil. Ça débutait à 17h, ça a fini à 4h du matin. Mon mari m'envoyait plein de messages à 19h pour répondre à un truc. Il fallait gérer quelque chose avec ma fille et tout. Il dit « Tu pourrais répondre ?» Je dis « Oui, je suis en trilogue. » 22h, il me renvoie un message. « Alors, t'as géré ?» Je fais « Non, je suis encore en trilogue. » Il fait « Mais que d'où t'es en trilogue à 22h ?» Et donc, je lui envoie un message à 4h du matin, mais lui, il l'a vu que le lendemain matin en disant « Je viens de finir le trilogue. » Donc, ça vous illustre que parfois, votre agenda n'est pas nécessairement compatible ou pour eux, c'est compliqué de comprendre qu'à des moments, je suis là, je ne suis pas là, comment je suis là, comment je ne suis pas là. Bon, lui, c'est un adulte en quelque sorte, donc lui, il sait faire la part des choses. Après, j'ai une petite fille qui a 11 ans. Pour elle, c'est plus compliqué. Et c'est là où c'est frappant que... Et c'est vous qui m'avez posé cette question. Cette question, c'est toujours des jeunes filles qui me la posent. Toujours. Toujours. Et c'est un fait marquant. Non pas que je pense que les garçons ne soient insensibles ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je veux dire, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, souvent, en tant que femmes, nous allons nous mettre ces propres barrières pour freiner un engagement, qu'il soit politique ou qu'il soit professionnel. Moi, j'ai la chance qu'effectivement, mon mari, ma fille, le reste de ma famille me suivent dans cet engagement. Parce que sans eux, sans leur soutien, déjà, je ne me serais pas lancée en 2019 et je n'aurais pas la même force et la même énergie dans mon combat quotidien. Mais il y a des jours, ouais, c'est plus difficile que d'autres.
Parce qu'il y a aussi certains qui ont l'art de jouer sur la culpabilisation. Tu ferais mieux d'être chez toi, ta fille te reprochera plus tard de ne pas avoir été là, etc. Bon, c'est pas facile, des fois, mais bon, quand on... En clair, je me permets d'être en clair, c'est une question qu'on pose beaucoup moins aux hommes. Oui, clairement. Je vous donne un exemple. Un jour, on avait un dîner un peu off avec des collègues. Un de mes collègues de délégation, c'est Pascal Canfin, c'est le président de la commission environnement. Puis il y avait une autre collègue, je ne citerai pas le nom, une femme. On dînait et tout, elle me dit ouais, comment tu fais pour gérer ta vie perso, ta fille, en plus la tienne elle est quand même un peu petite et tout. Puis elle a enchaîné, je suis écoute, très honnêtement, je n'ai pas envie de parler de ça devant mes collègues. Je lui dis ma vie perso, c'est ma vie perso. Puis elle a insisté. Et au bout d'un moment, la regarde, je regarde Pascal qui est en face, je lui fais est-ce que tu poses la question de la gestion des couches à Pascal Canfin? Pascal il a des enfants qui sont plus jeunes que ma fille. Personne ne pose la question de la gestion des couches à Pascal Canfin. Par contre, on me la pose à moi, quoi. On n'a plus de couches maintenant. Mais tout ça pour montrer que, quand même, effectivement, parce que vous êtes une femme, il y a ça. Et puis parce aussi, souvent, quand vous êtes après engagé, et même quand vous échangez avec des élus qui sont à l'échelle locale, etc., souvent c'est « Ah, vous serez super et c'est bien parce que, bon, en plus, vu qu'il y a les parités, il faut des femmes. » Mais alors, si tu pouvais aller dans la commission emploi, si tu pouvais aller dans la commission affaires sociales, si tu pouvais aller dans la commission jeunesse, ça serait bien. Donc moi, c'était non, moi je voudrais aller dans la commission commerce international, les amis. Donc ils m'ont pas fait de questions parce que c'était mes études et parce que c'était mon parcours, mais c'est vrai que nous-mêmes aussi, spontanément, on va se mettre nos propres limites. Donc si j'ai un conseil, mais c'est aussi valable pour les hommes de toute façon, ne vous mettez pas de limites. Vous en aurez déjà bien assez qui arriveront d'elles-mêmes et toutes seules, donc ne vous en mettez pas. Moi, cette question, elle me fait... comme on n'a pas relancé la question sur le fédéralisme, du coup, c'est des questions que je me posais quand j'étais engagée dans le cadre associatif, justement, sur les questions européennes. Moi, j'ai commencé mon engagement associatif aux jeunes européens, etc. Ces grands débats d'idées qu'on avait. Très honnêtement, ce n'est pas une question qu'on se pose au Parlement européen. Et moi, je ne me pose plus cette question. Parce que là, l'enjeu qu'on a à traiter actuellement au Parlement européen sur la question de la défense, c'est comment on assure la défense de l'Ukraine, comment on assure notre propre défense. Moi, à échelle moyen-court terme, je ne crois pas à une armée européenne. Je n'y crois pas. Le projet politique européen, si vous voulez, en quelque sorte, n'est pas mature pour arriver à une armée européenne. Qui serait le chef d'état-major de l'armée européenne? Qui donnerait le commandement d'engager des hommes et des femmes sur un théâtre militaire? Qui? Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, quoi? Qui? Ouais. La configuration actuelle de l'Union européenne, à mon avis, ne le permet pas. Et est-ce que c'est souhaitable? Je suis très mitigée. Par contre, l'enjeu, c'est vraiment de travailler sur la défense européenne, de travailler sur justement un renforcement de l'engagement économique dans chaque État membre vis-à-vis de la question de la défense européenne. De faire en sorte d'avoir des capacités de défense qui soient beaucoup plus fortes dans tous les États membres pour l'entièreté de l'Union européenne. Ça, je crois que c'est un véritable enjeu et que la guerre en Ukraine l'a renforcé. Et aussi, ce qu'on voit dans nos débats à l'heure actuelle du fait de la guerre en Ukraine, c'est qu'on avait un peu toujours cette dichotomie OTAN, Union européenne, défense, etc. Le contexte actuel a montré que, surtout à l'époque avec Trump et renforcé maintenant, qu'il ne faut pas tout attendre de l'OTAN, mais pour autant, il ne faut pas être dans une logique d'opposition pure et stérile vis-à-vis de l'OTAN. Donc c'est pour ça que vis-à-vis de la question globale armée, moi je pense que ce n'est pas la bonne question qu'on doit se poser. Mais c'est pour ça que vis-à-vis de l'armée en tant que telle, l'engagement hommes et femmes, ça moi j'y crois pas à l'heure actuelle. Par contre, c'est justement ça, cet enjeu-là, c'est vis-à-vis du Fonds européen de défense. C'est pas la même chose. Alors, on a créé un Fonds européen de défense, là où on a un vrai enjeu sur cette question de production et d'échanges militaires, etc. Moi, ce qui me gêne et ce qu'on dénonce chez certains collègues européens, c'est que par exemple, quand des Belges achètent américains,
C'est un peu dommage, là, quand même. Quand les Polonais achètent... Oui, il y a plein d'exemples. Ouais. Il y a plein d'exemples en termes de nationalité, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment sur cette question, il faut une préférence européenne. Et nous, c'est ça qu'on essaye de construire. Mais vous savez que sur cette question, quand vous échangez, parce qu'il faut avoir toujours quelque chose en tête quand vous êtes au Parlement européen et que vous avez la volonté d'être influent au Parlement européen, parce que c'est bien d'être au Parlement européen, mais l'objectif, c'est d'être influent et de gagner les combats, comme je vous disais au début. C'est avoir la capacité d'écouter les autres, de comprendre que l'Union européenne, c'est pas la France en grand. L'Union européenne, c'est clairement pas la France en grand. Les pays baltes ou la Grèce ne voient clairement pas les choses de la même façon que nous, ou même parfois l'Allemagne ne voit pas les choses de la même façon que nous. Donc il faut entendre aussi, notamment par exemple les pays baltes. Moi j'ai des collègues dans mon groupe politique qui nous diront très clairement qu'ils ont plus confiance en la capacité des États-Unis de venir les défendre ou les soutenir que la France. Donc cet enjeu, ça aussi, c'est un vrai travail de fond sur lequel on doit avancer pour favoriser justement une Union européenne qui soit beaucoup plus apte à défendre son entièreté, sa souveraineté de manière globale. C'est ça qu'on a aussi en débat en sous-jacent quand on parle justement de Fonds européen de défense. Bon, vous savez, quoi, si l'Ukraine faisait partie, avec des si, je pense qu'on referait le monde entier, mais en tout cas, quand même, pour parler de l'Ukraine et de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, nous, au Parlement européen, depuis le début, depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie, on défend l'adhésion de cet État à l'Union européenne. On a toujours dit que l'Ukraine avait son destin dans la famille européenne. Notre enjeu maintenant, c'est comment on rétablit la paix en Ukraine. Après, c'est quand même très difficile de répondre à votre question, parce que si l'Ukraine était membre de l'Union européenne, avait été membre de l'Union européenne, est-ce que la Russie aurait agi de la même façon ? Parce que là, c'était un autre conflit qui s'engageait. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile, parce que le point initial, quand même, débat, et ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que c'est vraiment l'agression de l'Ukraine, l'agression par la Russie de l'Ukraine, le point de départ. Donc nous, on est en soutien à l'Ukraine, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan de l'accueil des réfugiés. Donc je ne saurais pas trop vous répondre, parce que je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, heureusement. Où ça pourrait aider si j'étais, mais ce n'est pas le cas. Les difficultés politiques qu'on peut avoir avec des États comme la Pologne et la Hongrie, elles sont très très denses, parce que c'est vrai que sur certains fondamentaux, et si je fais le lien avec votre première question sur pourquoi moi je crois en projet européen, c'est parce que justement on a des valeurs communes et qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on veut avancer, notamment l'état de droit. Et on voit bien que l'état de droit, que ce soit l'indépendance de la justice, la protection des minorités, la liberté de la presse, sont remises en cause, spécifiquement en Hongrie, aussi en Pologne. Mais, donc ça, c'est des points sur lesquels on a avancé pendant ce mandat, parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le système de la conditionnalité. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir maintenant de versement de financement européen aux autocrates européens. Donc, quand on a, par exemple, validé cet endettement commun, le plan de relance suite au choc du Covid, les financements pour la Hongrie ne sont pas décaissés à l'heure actuelle parce qu'on attend des réformes structurelles sur cet enjeu d'état de droit. Donc, les choses, en fait, contraints et forcés, la Hongrie bouge sur ces sujets fondamentaux parce qu'ils ont besoin des financements européens. Donc c'est là où on voit que parfois les moyens, justement de coercition et pour faire bouger certains États, clairement c'est taper sur le portefeuille. Parce que derrière, notre système actuel, qui fait que sur les questions sociales, fiscales ou sur d'autres enjeux, on a la politique de l'unanimité. Vous avez un chantage de certains États, notamment de ces deux États, sur d'autres sujets. Quand, par exemple, on vote, quand au Conseil, ils débattent notamment du soutien de l'Ukraine, à un moment, on a voté une aide macrofinancière, il fallait un accord au sein du Conseil.
Orban a fait du chantage. Si vous ne débloquez pas certaines choses, je ne voterai pas et je ne donnerai pas mon go pour le soutien à l'Ukraine. Donc nous, notre travail côté Parlement européen, c'est aussi d'échanger avec tous les parlementaires de ces différentes nationalités qui sont dans les différents groupes politiques pour être aussi cet empêcheur de tourner en rond et faire en sorte que les choses soient plus facilitées pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Parce qu'on peut être ce pas de côté qui facilite les choses pour les chefs d'État et de gouvernement. Le cordon sanitaire, la justification, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que là, on est sur un principe fondamental de « ils sont là pour détruire l'Europe de l'intérieur ». Oui, ils ont été élus. Oui, ils ont été élus, il y a des gens qui ont voté pour eux. Déjà, moi, j'aimerais bien les voir un peu plus présents au Parlement européen, ces collègues. Parce que quand ils viennent juste dans l'hémicycle pour faire une petite tribune, mais qu'en fait, ils ne sont jamais là en commission et ils ne travaillent pas, je trouve que déjà, il y a un peu d'hypocrisie vis-à-vis de leurs électeurs. Et ça, leurs électeurs n'en ont pas nécessairement tous conscience. Et je ne suis pas sûre que d'ailleurs tous les électeurs aient voté par adhésion vis-à-vis de leur projet. Je pense que parfois, c'est plutôt par rejet vis-à-vis du système politique, vis-à-vis des autres partis, etc. Et puis, comme je le disais, parce que sur les fondamentaux, on n'y est pas, quoi. Donc, après, c'est à eux d'être plus présents, c'est à eux de s'organiser, c'est à eux... Voilà, moi, je ne fais pas partie de ce parti, clairement pas. Ils ne défendent clairement pas la même vision du monde, le même projet. Et, ils ont été élus, ils ont leur place, ils ont leur indemnité, comme tout le monde. Mais notre objectif, ce n'est pas qu'ils aient de postes à responsabilité. Ça suffit, leurs interventions déjà en plénière. Et je vais vous donner un exemple. Nicolas B, c'est un député européen à la base, qui a été élu sur la liste Rassemblement national, qui est maintenant chez Zemmour. L'autre jour, on recevait le président de la Lituanie. Il avait un temps de parole. Il est venu faire son speech de 1 minute. Il n'a jamais dit un mot pour le président lituanien. On a dit un mot pour la Lituanie. Il y avait un truc sur les États-Unis à côté, rien à voir, quoi, pour taper Ursula von der Leyen. Il a fait son speech, il est parti. Il est arrivé juste pour son speech, il est parti derrière. Je fais, ouais, moi ça me gêne aussi vis-à-vis de l'image que ça peut renvoyer pour la France. Sur la crise migratoire, alors en plus c'est notre gros débat du moment en termes législatifs purs. C'est pas le seul débat qu'on a parce que forcément on est aussi sur l'inflation, la crise de l'énergie. Voilà, c'est plutôt là où on a les débats. Ok, merci. Structurels, on va dire, et là, mais bon, le pacte, en fait, quand on est arrivé au Parlement européen et quand on a eu la crise forte plutôt en 2015. Notre objectif, c'est de réformer ce qu'on appelle le pacte asile et migration. Donc là, on va avoir des votes prochainement parce qu'il y a eu des avancées entre donc, les co-législateurs, le Parlement et le Conseil. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'action. Parce que dans votre formulation de question, vous sous-entendiez qu'il n'y a pas d'action. Non, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en tout cas sur le principe vis-à-vis de l'asile. Je pense que vous, c'est sur l'autre sujet que vous sous-estimez que ça ne marche pas. Mais moi, je pense que vis-à-vis de l'asile, parce qu'à un moment, on a un devoir vis-à-vis de l'asile. Il y a des gens qui doivent pouvoir bénéficier du droit d'asile. Et ça, c'est important de réformer et de pouvoir continuer, justement, à faire en sorte que des personnes qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils sont persécutés à cause de leur opinion politique ou à cause de leur religion ou à cause de leur orientation sexuelle, doivent pouvoir bénéficier de l'asile. Et forcément, du coup, cette réforme du droit d'asile, elle s'accompagne de manière plus globale sur les autres questions vis-à-vis de la migration. L'enjeu, pour nous, c'est faire en sorte qu'il y ait toujours une solidarité à l'échelle de l'Union européenne, mais qu'il y ait une vraie responsabilité aussi de tous les États membres. Parce qu'on l'a vu à chaque grande crise, en fait, c'est vrai que forcément, c'est toujours certains États membres, qui, de par leur situation géographique, qui sont confrontés à l'accueil de réfugiés ou de migrants. Donc c'est comment on crée une solidarité entre tous
les États membres de l'Union européenne. Parce que ça ne peut pas être que la France, que la Grèce ou que l'Italie qui doivent accueillir justement des personnes qui ont et qui doivent bénéficier de notre accueil. Et pour autant, quand justement des personnes ne devraient pas bénéficier de cet accueil, on doit pouvoir travailler, et c'est ce qu'ils sont en train de faire les collègues dans la négociation, avec les pays d'envoi, parce que l'objectif, c'est que à un moment, il faut que ces personnes puissent retourner dans différents États. On ne peut pas les renvoyer juste pour les renvoyer, ou les renvoyer on ne sait pas où. Donc c'est ça sur lequel les collègues travaillent à l'heure actuelle, et puis faire en sorte de réfléchir de manière globale aussi, mais là ça sera plus long terme, sur la question migratoire de manière globale, parce qu'on va avoir aussi des sujets vis-à-vis de la migration climatique. Ne nous voilons pas la face, parce que si on ne répond pas à cet enjeu, il y a des gens qui vont mourir de faim dans certains endroits du monde, parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'eau, etc. Donc il faut qu'on réponde à cette question. Donc moi je dirais que là, ça fait 15 jours que les choses se débloquent côté Parlement européen pour avancer sur la question vraiment de la protection des frontières de l'Union européenne et de la solidarité entre les États membres. Ce qui s'est passé dans le process, et nous c'était notre crainte au Parlement européen, c'était de se dire que si on avançait sur certains pans de la question justement sur le volet un peu restrictif, sur le volet solidarité entre les États membres, et si je reprends la question qui était posée tout à l'heure, par exemple avec la Hongrie et la Pologne, on n'avancerait pas sur les autres sujets. D'où notre volonté aussi de travailler un peu sous forme de paquet. Ça vous paraît clair ce que je dis? C'est-à-dire que si on n'avançait que sur le point sécurité dure, si vous voulez, à un moment, quand il y allait avoir la question de la solidarité entre tous les États membres, il y en aura qui auraient dit blocage. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, ce pilier à la fois responsabilité et ce pilier solidarité. Donc c'est ce sur quoi on travaille. On travaille aussi vraiment sur vis-à-vis de l'accès par les Balkans. Parce que souvent, ce qu'on peut voir et les images qu'on voit, notamment des réfugiés en Méditerranée, les navires qui s'échouent, etc., ce n'est pas par ces voies-là que nous sommes le plus confrontés à la question migratoire. C'est plutôt par les entrées par les Balkans. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que dans les Balkans et dans notre propre voisinage, nous créons plus de stabilité. Parce que si à vos frontières, vous avez des zones d'instabilité ou des zones avec des ingérences étrangères, notamment russo-chinoises, vous vous complexifiez de fait les conséquences. Donc c'est aussi un travail qui n'est pas sous le volet pacte asile-immigration législatif pur, mais sur lequel on avance, parce que sinon on ne répondra pas aux enjeux. Et si je puis me permettre aussi, ce n'est pas seulement au travers d'un seul texte qu'on répondra à cet enjeu. La problématique est beaucoup plus profonde, et à un moment, on ne peut pas juste coller des rustines, il faut s'attaquer vraiment aux causes profondes. Donc ça veut dire qu'il faut créer de la paix et de la stabilité et de la sécurité dans plus de zones du monde. Est-ce qu'il y a une part de frustration? Je lis quand même vos deux questions. Évidemment que sur la confiance des citoyens, déjà, elle viendra par rapport à la connaissance. Et je pense qu'on a un vrai problème du traitement de l'information de l'Union européenne de manière globale. Je pense que vous êtes d'un certain niveau si vous êtes là. On voit que de par vos questions, vous êtes tourné aussi sur ce qui se passe en dehors, on va dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la connaissance des institutions européennes, des institutions françaises, etc. Donc c'est déjà comment on explique la réalité de l'action de l'Union européenne, de ses forces et de ses faiblesses, pour pouvoir créer, en tout cas donner des clés de compréhension pour pouvoir créer cette confiance, ou non d'ailleurs. Parce que ça peut être justement, comme je vous disais, cette volonté de dire, bon, bah, ok, je sais comment ça marche, et ça ne marche pas comme j'aimerais, donc je m'engage, et puis je fais bouger les choses, que ce soit dans le cadre associatif, etc. Donc déjà, à mon sens, j'estime qu'il y a un problème de connaissance et d'appropriation des institutions européennes. Comme de toute façon, c'est aussi un peu valable pour les questions, on va dire, françaises,
le fonctionnement institutionnel. C'est parfois aussi peu clair pour nos concitoyens. La problématique auquel l'Union européenne spécifiquement est confrontée dans ces questions institutionnelles, c'est que les responsables politiques, quand ça marche, ont tendance à dire que c'est eux, et quand ça ne marche pas, ont la fâcheuse tendance plutôt à dire que c'est la faute de l'Union européenne. Parce que c'est facile d'accuser l'Union européenne, cette espèce de machin à Bruxelles, dont on ne sait pas qui c'est, alors qu'en fait, à Bruxelles, vous avez certes les députés européens, mais vous avez aussi les chefs d'État et de gouvernement qui ont été élus dans leurs différents pays. Vous avez certes la Commission européenne qui est passée en audition devant nous, qui a été nommée aussi par les chefs d'État et de gouvernement. Donc ça n'aide pas à créer la confiance. La question des médias, très peu. Si un jour vous voulez être célèbre, surtout ne devenez pas député européen. Quoi. Franchement, voilà, faut pas vouloir devenir député européen pour être célèbre. Ça, c'est clairement pas ça. Au moins dans cette période, c'est vrai que c'est très agréable de ne pas être reconnu dans la rue. Mais il y a un problème de visibilité. Ça, c'est évident, d'incarnation, du coup. Donc nous, notre institution, on essaye de changer ça. Que ce soit l'institution en elle-même, en ayant une communication un peu plus sympathique, moins institutionnelle. Parce que c'est vrai que les sujets que nous sommes amenés à traiter sont parfois très techniques. Spontanément, le matin, je suppose que vous ne vous levez pas pour savoir qu'est-ce que l'Union européenne fait pour lutter contre la coercition économique. En tout cas, moi, tous les gens que je connaisse, non. Et moi, c'est ça mon travail quotidien au Parlement européen. Donc, c'est comment on le rend intelligible et comment on démontre que ce travail-là a un impact positif dans la vie des gens. Comment on l'incarne avec des exemples concrets. Comment, quand on travaille, alors que souvent, en plus, votre génération nous interpelle beaucoup, que ce soit sur la question du climat, que ce soit sur la Chine, que ce soit sur les Ouïghours, au moment où il y a eu les grandes campagnes sur les Ouïghours, on avait plein d'interpellations dessus, sur qu'est-ce que vous faites. Et pour autant, après, quand vous voyez certains jeunes, quand ils vous interpellent, qui vous disent « Ah, j'ai acheté ça sur Chine, et j'ai fait ça », je dis « Ah ouais, mais alors là, tu sais que c'est produit par les Ouïghours ?» Il y a un problème de cohérence. Donc, c'est tout aussi ce travail de appropriation de notre action. Comment on va vous chercher, parce que pour vous transmettre cette information, vous êtes généralement, les jeunes générations, vous êtes peu sur la télé, vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux. Comment on fait quelque chose qui est sympathique, qui est interactif, qui n'est pas que sur du descendant. Donc c'est tous ces éléments qu'on a menés. L'Union européenne, elle a organisé ce qu'on appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe, où justement ils ont sélectionné, un peu au hasard aussi, beaucoup de citoyens dans l'entièreté de l'Union européenne pour travailler un petit peu sur ce que voulaient les citoyens européens. Donc c'est à travers aussi ce type de process qu'on crée aussi plus de démocratie participative en quelque sorte. C'est rien, c'est Jérémy. Il fait des photos. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille pour justement démontrer qu'il y a une action politique qui est menée. Oui, ça ne va pas assez vite. Clairement, il y a des choses où ça devrait aller plus vite. Mais quand on est... vous voyez, quand il y a eu le choc du Covid, où il a fallu adopter le plan de relance, où il a fallu répondre sur la question sanitaire, notamment pour la production des vaccins, ou quand il a fallu débloquer des fonds rapidement, on a su faire. On a su faire. Donc je pense qu'on y arrive quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'Union européenne, mais il y a un vrai sujet de valorisation derrière, après, à faire connaître au plus grand nombre, quoi. Mais là aussi, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nationalement, c'est plus porteur de dire que, même des fois localement, vous savez, quand il y a des projets qui sont financés par l'Union européenne sur les territoires, les élus, ils adorent dire que c'est eux. Puis le petit drapeau européen, il est au fond de la salle, là, caché. Sauf que, voilà, il y a aussi cet effet levier qui est là et qui est garanti par l'Union européenne. Je vous repose votre question est intéressante. Désolée, hein, là je fais direct la réponse parce que la formulation de votre question est très intéressante. Vous me dites que vous n'êtes pas convaincu par l'Union européenne et la décision que vous reprochez, elle n'est pas prise par l'Union européenne, elle est prise par les États membres. Ce n'est pas l'Union européenne qui a décidé de fermer les frontières, ce sont les États membres.
Ouais, du coup, ça relie à la question posée précédemment. Ah, mais si, si. Ce sont les États membres qui décident de refermer leurs frontières. C'est pas l'Union européenne, c'est pas ni la Commission ni les parlementaires qui vont dire aux États refermez vos frontières. Ce sont les États membres poussés par leur population parce qu'il faut protéger. Et un chef d'État et de gouvernement, il a vocation à protéger sa population. Donc c'est pas une défaillance de l'Union européenne. C'est pour ça que nous, justement, on a dit, les amis, il faut arrêter les bêtises. Et très vite, ils ont arrêté. Parce que quand on a eu, par exemple, des patients français qui ont été transférés en Allemagne pour être soignés par le choc du Covid, ou inversement d'autres choses, et très vite, on a poussé pour dire attention, parce qu'au début, le sentiment qu'il y avait, c'était un peu « Ah ouais, mais ça se passe mal au début parce que c'est l'Italie ». Après, ils ont vu la France, ils ont vu les autres États, ils se sont dit « Oula, effectivement, là, c'est une vraie pandémie, on va avoir un vrai sujet. Et pandémie, elle ne connaît pas les frontières, donc il faut qu'on gère ensemble. » Thierry Breton, le commissaire européen français, s'est justement beaucoup engagé pour cette question-là. Il a beaucoup poussé la Commission européenne à dire moi, je fais le pari qu'on aura les vaccins à telle date et je vais me bouger, je vais aller voir tous les centres de recherche, etc. Et on l'aura. On peut dire qu'il n'a pas chômé. Hein. Il a mis une pression à qui il fallait, au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir avoir les vaccins et puis après pour avoir la réponse économique et sociale. Donc c'est pour ça que je trouve votre formulation de question assez paradoxale. Parce qu'en fait, on ne peut pas reprocher ça à l'Union européenne. Ce sont les États membres qui ont fait le choix de refermer les frontières. Et qu'au contraire, quand on a véritablement travaillé tous ensemble, et en européen, à la fois sur le plan sanitaire et à la fois sur le plan économique et social, c'est là où on a répondu aux aspirations des Français et des Françaises et des Européens. Donc c'est dans ce sens-là aussi où il y a à un moment, moi je ne demande pas à l'Union européenne de tout gérer par contre, mais la bonne compétence au bon échelon. Il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité, et c'est ça qu'on doit appliquer. La bonne compétence au bon endroit. Et du coup, qui fait la responsabilité aussi. Quand je vous ai dit, justement, on se rejette la balle les uns les autres, c'est trop facile. Donc c'est pour ça que moi, je ne dirais pas qu'il y a un échec de l'Union européenne, bien au contraire. Et heureusement que l'Union européenne, le Parlement européen notamment, a poussé à agir véritablement en européen au moment du choc du Covid. Heureusement. Sinon, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de laps de temps à sortir de la crise. Sur les routes de la soie, en fait, donc effectivement, la Chine a lancé ce projet des routes de la soie. Les Américains ont eux aussi des initiatives similaires. Donc l'Union européenne a lancé le projet qu'on appelle Global Gateway, qui est effectivement cette passerelle mondiale un peu, cette volonté d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus présent sur la scène internationale, répondre aux enjeux en fait, du manque d'investissement, à la fois public et à la fois privé. Nous, côté Parlement européen, on soutient cette initiative, on la salue, et on estime qu'elle aurait dû arriver avant, d'ailleurs, parce que c'est un enjeu d'influence, et c'est un enjeu aussi qui faisait lien avec la question de votre camarade tout à l'heure, quand je parlais de sécurité, de répondre à certains enjeux dans les pays sur lesquels Global Gateway intervient. Donc Global Gateway, c'est vraiment il y a des focus spécialisés sur certains sujets, plus en Afrique, sur les questions de santé, parce que ça a été lancé aussi au moment du choc du Covid, donc il fallait développer le vaccin. Donc il y a eu des soutiens de cet ordre-là, sur les questions environnementales, sur les questions de l'éducation, parce que du coup aussi, si vous voulez faire en sorte que les États tiers créent de la richesse, ça passe avant tout et d'abord par l'éducation. Donc c'est ce type de projet. Moi, ce que je regrette, c'est qu'en termes financiers, ce n'est pas suffisant. Pour rivaliser, en tout cas, ouais, c'est pas suffisant, exactement. C'est pas suffisant, à mon avis, pour rivaliser avec la Chine. Après, il n'y a pas que le levier financier, parce que Global Gateway, c'est aussi complémentaire avec les aides financières de chaque État membre de l'Union européenne, notamment, par exemple, la France avec l'AFD. Donc, on oublie souvent que l'Union européenne et ses États membres, ce sont les premiers pourvoyeurs donneurs d'aide. Après, c'est comment, justement, on en fait une vraie efficacité pour les États qu'on soutient, et à la fois pour notre influence, notamment en Afrique, parce qu'on voit bien que l'influence chinoise et russe avec le groupe Wagner est de plus en plus forte. Donc c'est ça aussi auquel Global Gateway veut répondre. Et je pense que en tant que Français, cette initiative, elle est importante, parce que vous voyez bien toutes les problématiques
vis-à-vis de la France, notamment en Afrique. Donc c'est important qu'à des moments, il y ait cet esprit Team Europe qui se développe pour pouvoir aussi mieux défendre les intérêts français à travers ce type d'initiative. Donc voilà, on salue l'initiative, mais on estime qu'il faudrait aller plus loin, donc on continue de pousser. On est en train de voir aussi pour débloquer les fonds de manière plus rapide, parce qu'il y a déjà beaucoup aussi d'investisseurs privés, d'entreprises aussi, par exemple françaises, qui sont dans ces États, sur le volet infrastructure et tout, qui peuvent agir et du coup répondre à tous ces enjeux. Mais vous embêtez pas, hein. Ça fait du bien d'avoir chaud. Sur l'influence des lobbies, elle est très forte. Mais vous avez raison de la poser. C'est bon, parce que tout à l'heure, j'en parlais avec la question du Qatargate. Donc là, on n'est même plus sur de l'influence, on est sur de la corruption. Donc on est sur un autre échelon. En fait, en France, on a beaucoup de mal avec la notion des lobbies. On estime que le lobbying, si vous voulez un jour devenir lobbyiste, généralement, on ne s'en vante pas trop. Pour autant, ils ont un rôle à jouer. Moi, je rencontre des lobbyistes tous les jours. J'ai besoin d'avoir cet échange avec des lobbyistes. Les lobbyistes, un lobbyiste, c'est quoi? Son objectif, il est là pour défendre, lui, des intérêts privés. Moi, mon objectif, c'est pas de défendre des intérêts privés, j'ai été élu pour défendre plutôt l'intérêt des Françaises et des Français et des Européens. Mais j'ai besoin d'échanger avec eux, parce qu'ils vont m'apporter une expertise technique. Moi, la question à la fois les pesticides, à la fois que ça soit sur la question... en plus, quand vous êtes en commerce international, vous touchez à tous les secteurs. Hein. Un jour, vous êtes avec Airbus, le lendemain, vous êtes avec Adidas, le lendemain, vous touchez à toutes les filières, et il y a des secteurs particuliers. Donc, vous avez besoin d'avoir aussi leur retour terrain, d'avoir leurs problématiques, d'être connecté à la vraie vie, quoi, en fait. C'est pas pour autant que vous échangez avec eux que vous allez valider, par contre, ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous avec un lobbyiste, vous le préparez, votre rendez-vous avant. Et vous allez leur poser des questions, vous allez les challenger. Je me souviendrai toujours, un des premiers rendez-vous que j'ai fait avec un lobbyiste, parce que j'aime bien le foot. Du coup, c'était avec la Fédération française, etc. Ils avaient un problème avec l'OMC, dans différents trucs, les droits télé, bon, je vous passe les détails. Et du coup, donc, ils étaient passés par un cabinet de lobbyistes. Parce qu'il y a différentes choses, en fait. Vous avez le cabinet de lobbyistes, et puis vous avez par exemple, la Fédération française du bâtiment, tous les secteurs, qui sont aussi des lobbyistes, parce qu'ils défendent un secteur particulier. Et donc, je vois ce lobbyiste avec un représentant sur la question du foot, et puis ils me disent ça. Et je les regarde, je fais non, mais ça, c'est faux. Parce que je suis tel contentieux, ça. Et là, parce que je ne les reçois jamais seuls, il y avait une de mes collaboratrices avec moi, elle rigolait, parce qu'elle voyait bien, en fait, le lobbyiste, quand il est sorti, il s'est fait engueuler par du coup le représentant en disant mais vous n'avez pas préparé ou quoi? Parce qu'elle avait préparé, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est que comment le parlementaire fait réellement son job derrière. Après, donc en termes de process, on a nous ce qu'on appelle le registre de transparence. Donc les lobbyistes sont inscrits sur un registre, ils ont un numéro, une carte, un badge, et ils ne peuvent pas rentrer au Parlement européen sans ce badge. Donc ils ont un badge, eux je crois que c'est marron ou jaune. Je sais plus, marron ou jaune. Jaune c'est la presse je crois, et marron c'est eux. Parce qu'en fait on a tous des badges de différentes couleurs, ce qui permet de différencier en fait un peu les gens dans les couloirs ou dans les ascenseurs. Vous faites attention à ce que vous dites, avec qui vous êtes, quoi. Donc c'est quand même encadré, on voit que c'est pas suffisant. Parce que le Qatargate illustre le fait que ce soit pas suffisant. Parce que ce registre de transparence, par exemple, les États ou les régions. Votre région, elle fait du lobby à Bruxelles. Ils y sont pour défendre les intérêts de votre région. Comme la mienne, je peux vous dire, la Bretagne, on est présent à Bruxelles pour défendre les intérêts de la Bretagne sur les questions, justement, je vous parlais du Brexit tout à l'heure, au moment où il y a eu l'accord avec la pêche, etc. Les régions sont présentes. Mais elles ne sont pas inscrites sur le registre de transparence. Les États, les collectivités ne sont pas inscrites. Alors que c'est du lobby, hein. Quand ils vous demandent, ils me disent « Ah, vous avez vu cet amendement, il serait super !»
Moi, je sais que je me suis inscrite par principe, parce qu'en fait, il y a le lobbyiste, le rendez-vous que vous pouvez faire, et vous échangez, vous dialoguez. Il y a des lobbyistes qui vont vous envoyer genre des amendements, en disant « Ah, ce serait super de déposer cet amendement ». Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, une question orale de ce type et tout ». Moi, j'ai pour principe, je ne co-signe rien de ce qui m'est envoyé. Jamais. C'est pas pour autant qu'après, je ne vais pas déposer des choses avec la même ambition. Mais en tout cas, jamais je ferai quelque chose mot pour mot à l'image de ce qui m'a été soumis. Parce que derrière, c'est ma crédibilité. Parce que s'il me l'envoie à moi, vous pensez bien qu'il l'envoie à d'autres. Hein. Donc après, parfois c'est rigolo d'ailleurs de voir ce que déposent d'autres collègues. Et une réputation, ça se fait, c'est dur à faire, mais ça se détruit très vite, votre crédibilité. Et votre image au Parlement européen, votre influence au Parlement européen, elle est basée sur déjà votre présence. Déjà, hein, si vous n'êtes pas présent, bah, vous n'avez pas d'influence. Votre travail et votre crédibilité. Et moi, j'avais l'ambition d'être quelqu'un d'influent au Parlement européen. Donc du coup, je fais très attention à tout ça pour pouvoir après obtenir les bons dossiers et obtenir les résultats qu'on a ambitionné dans le programme. Et comme ça, je fais le lien avec d'abord la dernière question sur l'organisation de la campagne. Après, je finirai sur l'après pour avoir un peu une logique. Donc en 2019, alors moi, mon parcours est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, j'étais pas nécessairement au tout début de l'organisation de la campagne, parce que je n'étais pas dans un parti. J'étais proche du mouvement démocrate. On m'avait déjà contacté en 2010 pour faire... J'avais été candidate aux élections régionales à l'époque et tout, mais en 2010, j'étais jeune. Donc je leur avais dit, très bien, mais je ne m'engagerai pas dans votre parti, même si je partage les valeurs, je veux construire le début de ma carrière professionnelle et tout. On m'avait recontacté au moment des élections législatives aussi. Bon, je vous passe les différents détails. Mais moi, je leur avais toujours dit, s'il y a un mandat qui m'intéresserait, à ce moment-là, je leur ai dit, c'est députée européenne. Enfin, moi, c'est l'Europe, quoi. Et donc, clairement, j'y croyais pas, parce qu'en fait, généralement, les députés européens, c'est plutôt des gens qui ont été ministres avant, qui ont eu des carrières politiques. C'est très rare de passer de pas de statut d'élu à député européen. Quoi, si on doit être 10, c'est à peu près tout, quoi. Et puis bon, finalement, c'est arrivé. Et en plus, j'étais la numéro 3 sur la liste de la majorité présidentielle. Donc en fait, devant moi, il y a Nathalie Loiseau, Pascal Canfin et moi. Donc cette campagne, je me suis retrouvée, alors que je n'étais pas spécialement préparée, à aller sur les plateaux télé, à aller faire des meetings, à prendre la parole devant 5000 personnes. Ça a été un moment formidable. J'ai adoré faire cette campagne. Même si, quand vous allez sur les plateaux télé en pleine crise des Gilets jaunes, et pour une campagne européenne où on vous interroge sur tout sauf l'Europe, alors vraiment sur tout sauf l'Europe, et qu'on vous dit oui, la réforme de la fonction publique, et ça, et là vous êtes là, c'est-à-dire que je ne fais pas partie du gouvernement, je n'ai pas été élue, mais vous devez quand même répondre aux questions. Et vous devez assumer parce que vous faites partie de la majorité présidentielle. Et vous assumez. Donc en fait, la campagne, c'est une campagne nationale, parce que maintenant, la circonscription, c'est national. On n'est pas comme les députés et les sénateurs, on n'a pas de circonscription. Les listes aux élections européennes, c'est les 79 noms. Il y avait 32 listes à l'époque. Donc, comme toute campagne, les meetings, les plateaux, les réunions, les marchés, vous y allez à fond, le collage d'affiches, tout, quoi. Tout y passe, même le collage d'affiches, moi j'adore. Les boîtes aux lettres, tout. Bon. Toujours faire attention, même quand vous allez faire vos courses, vous faites campagne en fait, parce que votre voisin vous reconnaît, vous dit « Ah, mais je vous ai vu dans le journal !» Et oui, votez pour moi. Il y a un peu tout ça. Je pense que ce qui a fait que... En fait, moi j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Avant, donc, j'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes, donc je travaillais sur les questions européennes. Et ma présidente, alors vous, c'est moins votre région, donc vous connaissez moins, c'est Jeanne-Françoise Hutin. C'est la famille Ouest France. Ça vous parle, Ouest France? Voilà. Donc c'est des gens très influents qui m'ont fait confiance. Et quand Bayrou les a appelés pour dire, écoutez, on parle beaucoup de Védrenne, est-ce qu'il faut la soutenir? Ils ont dit oui.
Donc François Bayrou m'a appelé derrière, il a passé des entretiens, plein de trucs, etc. Et ça s'est concrétisé. Je pense que quand j'échange avec lui ou avec le président, je pense qu'ils se disent, bon, on a eu raison de lui faire confiance. Elle a démontré qu'elle avait les capacités, l'ambition, la conviction de le faire. Donc c'est pour ça que l'après-mandat, en fait, il est très propre à chacun. Quand vous avez 60 ans et que vous avez eu toute votre carrière devant vous, je pense qu'après, voilà, je ne sais pas ce que vous faites, mais quand vous avez 40 ans et que vous arrêtez, soit vous repartez dans le privé, ou genre si vous étiez avocat avant, vous reprenez... C'est très variable, en fait. Ça dépend de qui vous êtes, quel âge vous avez, quel est votre parcours avant. Il n'y a pas après, par contre, de durée ou non de mandat. C'est-à-dire que je me souviendrai toujours, quand je suis arrivée, on avait les collègues britanniques qui étaient là, et il y avait un des collègues, il était élu depuis 1979. Depuis le début. Alors lui, il connaissait tous les couloirs. Lui, invégable. Mais c'est important d'être avec des gens qui sont là depuis plusieurs années. Parce que, bon, au-delà des couloirs, et le fait que le Parlement européen soit immense, c'est toutes les techniques, quoi. Les bons dépôts d'amendements au bon moment, les amendements plénières, il y a de la tactique, quoi. On fait aussi de la politique. Donc d'avoir des gens qui sont là depuis plusieurs années, c'est extrêmement important. Parce que l'Union européenne, ça reste une grosse machine. C'est un paquebot, quoi. Un paquebot à déplacer, c'est pas toujours simple. Donc c'est là où, du coup, pour votre question. Mais justement, c'est qui le déplace, le paquebot ? Ce sont les États membres, ce sont les parlementaires. Donc c'est à nous de le faire déplacer dans la bonne direction, ce paquebot, et de donner les moyens et l'impulsion nécessaires pour qu'il avance. En fait, c'est toute la difficulté qu'on a politique, en plus, au Parlement européen, et spécifiquement dans mon propre groupe politique. Vous savez, parfois, vos meilleurs alliés ne sont pas nécessairement ceux de votre groupe. Les majorités, en fonction des sujets, ne sont pas nécessairement les mêmes. Des fois, vous êtes plus alliés avec les socialistes et les Verts. Des fois, vous êtes plus alliés avec les PPE. On a ce qu'on appelle, nous, un peu un contrat de coalition entre le PPE, donc la droite, les sociodémocrates et Renew, où je suis. Et Renew fait la bascule. En fait, on est le groupe qui fait la bascule. Donc quand vous êtes un groupe qui fait la bascule, généralement, ça fait que vous êtes à la fois envié, mais on aime bien vous... Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et sur votre question particulière, dans mon groupe, ils sont plutôt très, très, très libre-échange. Alors très, très, très libre-échange. Ben voilà, ce sont des libéraux. Mais je dirais que c'est... Parce que moi, vous pouvez... Vous savez, en France, je suis qualifiée de libérale, et dans mon groupe politique, je suis qualifiée de communiste. Donc, il y a un sacré écart. J'ai un collègue qui, à chaque fois, est Marie-Pierre la communiste. Alors, maintenant, on en plaisante, mais je peux vous dire, au début, on a eu certains débats en groupe avec un autre collègue, pour la petite anecdote, qui est quand même arrivé. On était en train de débattre de la question du Mercosur. Et on était... en fait, moi, j'ai fait passer un amendement qui dit pas de Mercosur en l'état. Et lui est le rapporteur du Mercosur. Dans mon groupe, il est espagnol. Il est très en faveur du Mercosur. Donc, il n'était vraiment pas content avec le dépôt de cet amendement. Il est arrivé en réunion de groupe avec la musique de Darvador. Pour vous mettre un peu l'ambiance. C'était tendu. C'était tendu. Maintenant, on s'envoie même des cœurs, on s'aime beaucoup. Mais alors, politiquement, sur ce sujet, on est les deux extrêmes du Parlement. Donc, c'est vrai qu'ils sont très en faveur des accords de commerce. Moi, par principe, en fait, je ne suis pas pour ou contre les accords de commerce. Je pense que les accords de commerce tels qu'ils ont été façonnés dans le passé ne sont pas la solution. On a toujours façonné des accords de commerce dans le passé avec une logique seulement d'accès au marché et pas aussi de cohérence avec nos autres politiques publiques. Alors qu'on a fixé comme ambition justement le pacte vert quand on est arrivé, le Green Deal, il faut que la politique de concurrence, elle soit un levier pour atteindre à la fois l'objectif de neutralité climatique et à la fois aussi cet enjeu dont on parlait tout à l'heure de sécurité, de prospérité dans les autres États. Parce qu'il est vrai, et c'est un peu l'argument qu'ils emploient, de dire que le libre-échange a permis de sortir des gens de l'extrême pauvreté dans d'autres endroits du monde. Et c'est vrai. Donc c'est comment, en fait, finalement, la mondialisation telle qu'elle a été façonnée, qui touche plutôt les classes moyennes et qui a un sentiment de
déclassement qui a mené à Trump aux États-Unis, qui a mené au Brexit, qui mène à la montée des populistes aussi en Europe, on y répond réellement. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on cherche à réformer la politique de concurrence, notamment sur le volet des concentrations. Vous vous souvenez peut-être au moment où il y avait eu Alstom, etc., où nous, on a dit que là, pour le coup, là, l'Union européenne n'a pas pris la bonne décision. Donc ça, on l'a dit, et c'est pour ça qu'on dit que il faut en fait réformer cette notion de politique de concurrence et de concentration, parce que la notion qu'on prend de marché pertinent pour déterminer si oui ou non on peut autoriser la concentration n'est pas la bonne. La notion sur laquelle on se base, c'est un règlement de 87. Le monde a changé depuis 87, spécifiquement la place de la Chine. Donc c'est pour ça qu'on cherche à la réformer. Il y a eu de vrais progrès. En matière de politique commerciale aussi, c'est l'échange que j'avais tout à l'heure où, par exemple, cette semaine, on a donc, le fameux trilogue dont je vous parlais de 17h à 4h du matin. C'était pour créer un instrument visant à lutter contre la coercition économique. C'est le fait que la Chine, elle cherche à nous imposer certaines façons de gérer notre commerce avec d'autres. Par exemple, quand la Lituanie a voulu se rapprocher de Taïwan, notamment pour les questions de semi-conducteurs, on a besoin de se rapprocher de Taïwan, la Chine a répliqué vis-à-vis de la Lituanie en leur imposant des droits de douane, fermant les accès au marché, etc. Donc nous, l'enjeu, c'est de sortir de la dépendance vis-à-vis de la Chine, travailler sur notre politique industrielle, et là-dessus, il y a de vraies avancées. Là, on a un enjeu en ce moment précis vis-à-vis des États-Unis, parce que l'objectif, c'est construire notre autonomie. Ce n'est pas de faire de l'anti-Chine primaire, ni de l'anti-américanisme primaire, ça mène à rien. Mais c'est comment on se réindustrialise et comment on devient une vraie puissance. Et c'est vrai que le volet commercial, c'est notre vrai levier de puissance en matière étrangère. Et ce que disent nos partenaires, notamment les gens de mon groupe politique, c'est que l'instrument pour eux d'excellence de la puissance, c'est la conclusion des accords de commerce. Et moi, je leur dis, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est des instruments autonomes comme celui sur la coercition. On a adopté un autre instrument sur la réciprocité des marchés publics. Ça veut dire quoi? Nous, on a les marchés publics plus ouverts au monde. Les autres, les accès, même le Japon, même le Canada, les États-Unis, c'est très compliqué parce que vous avez les marchés à l'échelle États-Unis, puis vous avez les marchés à l'échelle État fédéré, ne sont pas suffisamment ouverts. Donc avec l'adoption de cet instrument, c'est-à-dire si vous ne vous ouvrez pas, nous, on referme les autres. Donc en fait, vous obligez les autres à s'ouvrir. Et là, vous créez une concurrence qui soit plus juste. Donc progressivement, on est en train de créer ces instruments pour permettre de concrétiser la fin de l'Europe naïve, en fait. Mais il a fallu déjà travailler sur la mentalité politique de nos autres partenaires, notamment de l'Allemagne, ou des Tchèques. Les Tchèques, ils sont très libre-échange. Parce que, et dans d'autres pays aussi, quand vous échangez, et là c'est valable pour, d'ailleurs, toutes tous les partis, quand vous échangez avec les Suédois, pour eux, le libre-échange, c'est dans leur ADN, hein. Même les socialistes suédois. Donc c'est pour ça qu'aussi, en fonction des sujets, par exemple sur le commerce, en fait, les Français, on est plutôt minoritaires dans tous les groupes. Pas pour se doter des instruments de défense, là, ça y est, on a réussi à convaincre, mais sur la partie accord de commerce, les Européens estiment qu'être ouvert, c'est absolument nécessaire. Moi, je leur dis ouverture, oui, mais pas délétère, quoi. On se muscle, on défend nos intérêts. Et progressivement, on y arrive. Tout en leur faisant comprendre que ce n'est pas du protectionnisme. Parce qu'ils sont convaincus que les Français sont des protectionnistes purs et simples. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention aux mots que vous employez. Je ne parle jamais trop de protectionnisme, jamais. J'essaye de bannir ce mot. Parce que sinon, ils vont dire, voilà, encore, ça va revenir la communiste, quoi. Donc je parle de protection, de défense de nos intérêts. Voilà. Ça rejoint un peu la question que vous posez votre camarade tout à l'heure, même si c'était axé sur la défense et sur la Hongrie et la Pologne. Mais il y a tous ces signaux politiques dont il faut absolument tenir compte pour pouvoir derrière convaincre. Parce que si vous arrivez au Parlement européen ou même au Conseil, à la Commission, en disant « c'est comme ça et j'ai raison », alors là, ils vont vous regarder, ils vont dire « ah, encore une Française ». Parce qu'on a une image qui n'est pas toujours très très bonne.
une image un peu arrogant, pas très sympathique. Donc il faut aussi faire attention à ça, parce que justement, c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes, avoir la volonté de construire avec eux, faire un pas. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous laisser marcher sur les pieds, mais en tout cas, faire un pas. En tout cas, merci beaucoup pour les échanges, merci beaucoup pour vos questions. C'était très intéressant. Merci. Et, voilà.